Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la superposition des ondes et nous allons commencer par l'aspect énergétique. Pour cela, je vais considérer deux ondes planes qui se caractérisent par forcément leur champ électromagnétique, donc E1, B1 pour la première onde et E2, B2 pour la seconde. Et je vais commencer d'abord par la superposition des ondes, et ça vous le savez, les règles de superposition et des champs électriques et des champs magnétiques sont les suivants. Le champ résultant, donc E résultant sera égal à la somme des champs E1 plus le champ E2. Et pour l'aspect magnétique, B résultant sera égal à B1 plus B2. Maintenant, une fois qu'on a considéré ça, je vais m'intéresser à l'aspect énergétique. Et donc l'aspect énergétique, vous le savez, vous avez l'énergie électromagnétique qu'on a noté U, qui est U égale à la contribution de l'énergie électrique plus la contribution de l'énergie magnétique. Donc l'énergie totale sera égale à E epsilon 0, E carré sur 2, plus B carré sur 2 mu 0. Alors je vais m'amuser rapidement pour montrer comment est l'association des énergies. Je vais remplacer à chaque fois le champ E par son expression et le champ B par son expression. Ce qui va me donner epsilon 0 sur 2 facteur dans E1 plus E2 au carré plus B1 plus B2 au carré sur 2 mu 0. Alors je vais développer assez rapidement et vous voyez bien que là je vais avoir epsilon 0 E1 carré sur 2 plus epsilon 0 E2 carré sur 2 plus le double produit qui me donne epsilon 0 E1, E2. Et puis, pour l'aspect magnétique, donc je vais avoir plus, alors B1 sur 2 mu 0, alors B1 carré, plus B2 carré sur 2 mu 0, plus le double produit qui est B1 scalaire B2 sur mu 0. Très bien. Alors maintenant, je vais forcément rassembler les termes. Je vais peut-être juste utiliser des couleurs pour rassembler les termes. Ce terme-là, ce que j'ai entouré en rouge, plus ça, c'est ce qu'on appelait l'énergie U1, du champ U1. Et ce que je vais mettre en vert, ça c'est ce qui correspond à l'énergie électromagnétique associée au champ U2. Donc je vais mettre même un plus entre les deux. Et finalement, il me reste un troisième terme que je vais peut-être mettre en bleu, qui est celui-ci, et que je vais noter plus U12, juste pour montrer que c'est quelque chose qui fait intervenir les deux champs. Alors je résume brièvement. Donc l'énergie totale associée à la somme, à la superposition de deux ondes, onde 1 et onde 2, égale à la somme des énergies des champs U1 et U2, plus une énergie complémentaire qui associe les deux, et c'est ce qu'on a déjà vu par ailleurs, qu'on appelle l'énergie d'interaction. Ces énergies-là, ce sont les énergies propres, et celle-là, c'est l'énergie d'interaction qui est due au fait que les deux ondes interagissent entre elles, d'interaction. Très bien. Mais le résultat global, et c'est ça qui est intéressant que je vais mettre ici, c'est que l'énergie totale U est différente de la somme des énergies propres U1 et U2, puisque vous voyez, il y a un terme énergie d'interaction qui intervient. Très bien. Alors maintenant, je vais voir le deuxième aspect énergétique qui est le vecteur de Poynting. Vous le savez très bien, P sera égal à E vectoriel B sur mu 0.
Et je vais faire comme précédemment, je vais remplacer E par son expression, donc c'est E1 vectoriel, plus E2 vectoriel B1 plus B2, le tout sur mu0. Alors après je développe tout simplement, et vous voyez que je vais faire le produit E1 par B1, E2 plus B2, et après je fais le produit mixte. Et donc je vais avoir E1 vectoriel B1 sur mu0, plus E2 vectoriel B2 sur mu0, plus le terme qui fait intervenir alors E1 vectoriel B1, non, pardon, E1 vectoriel B2, donc plus E1 vectoriel B2 sur mu0, plus le terme E2 vectoriel B1, donc E2 vectoriel B1 sur mu0. Et donc, comme tout à l'heure, on va pouvoir identifier alors le vecteur de Poynting P1 qui est associé à l'onde 1, le vecteur envers P2, le vecteur de Poynting P2 associé à l'énergie, à l'onde 2, et finalement un autre vecteur qui est associé à l'énergie, donc je vais l'appeler P12, c'est pas forcément défini, mais c'est un terme qui fait intervenir les deux. Et comme vous le voyez, c'est un terme qui est dû à l'interaction entre les deux. Et alors le résultat, et c'est ça qui est important, le résultat entre les deux, c'est que le vecteur de Poynting P résultant de la superposition des deux ondes est différent de la somme des vecteurs de Poynting propres de chacun des deux ondes. Très bien. Donc voilà pour l'aspect énergétique. Pour résumer, l'énergie globale n'est pas égale à la somme des énergies individuelles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a l'aspect interaction qui intervient et l'énergie d'interaction qui intervient entre les deux. Alors maintenant, on va considérer l'énergie qui est l'expression du champ de l'onde électromagnétique associée à la somme des deux. Alors pour ça, donc superposition des deux ondes planes, et on va dire onde résultante. Onde résultante. Et je vais distinguer le cas des ondes, ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Donc là, je vais le rajouter ici comme titre, sous-titre, ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Alors, je vais poser les conditions dans lesquelles va se produire ces ondes stationnaires, et après on va développer les expressions mathématiques. Donc je vais considérer toujours pareil, considérons deux ondes planes qui se propagent selon la même direction, dans la même direction, OX. Je parle bien de la direction, je parlerai du sens tout à l'heure. Ces deux ondes ont la même fréquence, elles oscillent. Non, SC. Elles oscillent. Je fais ça. Elles oscillent à la même fréquence, représentée par sa pulsation oméga, et de même amplitude, que j'ai noté EM. Très bien. Alors, je vais décrire ces deux ondes. E1 égale à EM cosinus oméga t moins K1 R. Mais bon, on a compris, je vais pouvoir développer, parce qu'on est dans la direction EX, je vais pouvoir l'écrire K1X. Et la deuxième onde, E2, égale à EM cosinus oméga t moins K2
R. Donc vous voyez bien que ce qui distingue les deux ondes, ce sont les vecteurs d'onde et donc les sens de propagation, puisqu'elles ont la même direction, donc elles sont toutes les deux selon x, mais ce qui va les distinguer, c'est la direction de propagation. Alors c'est ce que je vais préciser là. Et donc K1 égale à moins K2 égale, on va l'écrire, on va noter ça, comme ça, K EX. Et donc si je remplace dans mes expressions, je vais donc avoir E1 égale EM cosinus oméga t moins donc KX et E2 égale à, excusez-moi, je n'ai pas orienté mes vecteurs, donc on va supposer que l'onde est polarisée selon EY. Les deux ondes sont polarisées selon EY, alors je corrige, et E2 égale à EM cosinus oméga t, alors cette fois plus, puisque K2 égale à moins K, plus KX, le tout selon EY. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire la superposition des ondes. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Donc, calculer E1 plus E2. Mais avant ça, on a compris que l'écriture exponentielle était beaucoup plus simple à utiliser. Donc, je vais, au lieu de l'écriture trigonométrique, je vais utiliser l'écriture complexe. Et donc, je vais écrire donc, écriture complexe. Ça me donnera E1 égale à EM exponentielle moins I oméga t moins KX, le tout selon EY. Et E2 sera égal à EM exponentielle moins I oméga t plus KX EY. Sachant que dans l'écriture complexe, je considère uniquement la partie réelle, rappelez-vous. Maintenant, je fais la superposition. Donc je vais dire que E résultant, c'est E1 plus E2. Et je vais additionner les deux termes. Et donc vous voyez que je vais mettre tout ce qui est commun en facteur. Donc je vais avoir EM exponentielle moins I oméga t en facteur. De quoi? Eh bien, il me reste ici E I KX plus E moins I KX. Le tout selon EY. Alors, ce terme-là, vous le savez déjà, ça ce n'est autre que, à un facteur près, le cosinus. Et donc je vais avoir ça, c'est 2 cosinus KX. N'oublions pas que dans l'écriture, et je vais le remplacer ici, dans l'écriture trigonométrique, ceci c'est le cosinus de oméga t. Donc ça, je vais le mettre avec une autre couleur, ça se remplace cosinus oméga t. Et donc, si je résume mon expression du champ résultant de la superposition des deux ondes, E sera égal à EM. Je vais commencer par ce terme-là. Alors 2, je vais le mettre devant. Cosinus KX, cosinus oméga t selon EY. Donc voilà l'onde résultante de la superposition de deux ondes. Alors on va se prendre le temps d'analyser ce qu'on obtient. Et c'est extrêmement important. Vous voyez que la première des choses qu'on constate, c'est que nous avons une séparation entre la variable spatiale et la variable temporelle. Elles ne sont plus associées comme c'était le cas pour les ondes individuelles, et donc elles sont séparées. On dira que l'onde n'est plus progressive. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que le temps et l'espace ne sont plus liés. Et donc la variation dans le temps est indépendante de la variation dans l'espace. Et vous allez comprendre. Alors, ceci va constituer ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde. Vous voyez que l'amplitude de l'onde va dépendre de la position. Et donc l'amplitude de l'onde ne dépend plus du temps. Elle ne dépend que de la position. Elle est associée à la position. Et on va voir des exemples concrets. Donc, la nouveauté de ceci, c'est que le résultat de ça, c'est que ceci va aboutir à ce qu'on appelle, ceci représente une onde stationnaire. Pourquoi stationnaire? Vous le verrez,
Je vais vous montrer un exemple tout de suite, une animation, mais on le verra également par le calcul, puisqu'on va montrer qu'il y a des points dont l'amplitude est absolument constante et ne dépend que de la position et ne varie pas. C'est ce qu'on appelle des nœuds et des ventres, mais on va le voir tout de suite. Et là, je vais passer sur l'animation que je vais vous montrer. Donc voilà comment on va voir. Alors, je vous présente le topo pour bien comprendre. L'onde en vert, c'est celle qui arrive de la gauche. Donc, vous voyez bien qu'elle se propage dans la même direction, l'axe OX, si j'appelle cet axe OX, elle se propage dans la même direction, c'est l'axe horizontal ici, mais se propage en sens inverse. Donc l'onde en vert se propage dans le sens des x positives et l'onde en rouge se propage dans le sens des x négatives, ce que l'on a montré précédemment. Et en bleu, c'est l'onde résultante qui est la somme de l'onde 1 plus l'onde 2. Donc je vais démarrer l'animation et observer. Je vous laisse observer quelques secondes et après j'explique. Donc vous voyez que si vous prenez chacune des ondes, prenons l'onde verte, elle est progressive, regardez comment elle se déplace. Vous voyez, la perturbation se déplace. La même chose pour l'onde rouge, vous voyez que la perturbation se déplace. Donc c'est ce qu'on appelle une onde progressive. Par contre, maintenant, si vous regardez l'onde bleue, elle ne se propage pas, elle ne se déplace pas. Elle est stationnaire. Elle reste sur place, elle oscille sur place. Donc c'est pour ça qu'on appelle onde stationnaire, son oscillation se passe sur place et elle dépend uniquement de la position. Maintenant, on va essayer d'analyser un peu plus en détail ceci et je vais vous montrer ça. Alors rapidement, je vais essayer d'avancer tout doucement. Regardez lorsque je vais aller sur une... Alors je ne peux pas reculer, désolé, je vais reprendre. Alors je vais reprendre. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver des positions où les deux amplitudes sont... Alors, voilà. Hop, top, top. Vous voyez, lorsqu'elles sont toutes les deux, E1 et E2 sont maximales. Vous voyez que l'amplitude de l'onde résultante est elle-même maximale, puisqu'elle récupère la somme des deux. Maintenant, regardez, lorsque je vais aller un peu plus loin, et lorsque les ondes incidentes et réfléchies, en tout cas celles qui se déplacent en sens inverse, sont en opposition de phase. Regardez, lorsque l'une est maximale et l'autre est minimale, qu'est-ce qui se passe? Les deux ondes vont s'annuler et la résultante vous donne 0. Mais en même temps, regardez, il y a un certain nombre de points, et alors je vais libérer, regardez, il y a un certain nombre de points localisés ici, vous voyez qu'il y a un certain nombre de points qui ne changent pas. Alors ce point-là, vous voyez, il est tout le temps à 0. Par contre, ce point-là, il est tout le temps, il oscille entre les deux valeurs extrémum. Et donc, l'onde résultante va avoir des valeurs particulières. Ces points dont l'amplitude ne change jamais, qui est toujours nulle, c'est ce qu'on appelle des ventres. Et les points qui vont passer par des extrémums, c'est ce qu'on appelle, pardon, j'ai inversé, c'est ce qu'on appelle des nœuds ici. Les points dont l'amplitude est nulle, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Et les points dont l'amplitude varie entre les extrémums, soit moins maximum, soit plus maximum, c'est ce qu'on appelle des ventres. Et donc ça, c'est ce qu'on va développer tout de suite après par le calcul. Bon, maintenant, nous allons distinguer ces fameuses positions particulières qu'on a appelées les nœuds et les ventres. Et donc, j'ai essayé de déterminer leur position et comment ils se comportent. Alors, les nœuds, on va appeler ça comme ça, les nœuds. Je vais dire plutôt position des nœuds. Donc ce sont les points particuliers qu'on a étudiés. Alors, lorsque vous regardez votre situation, les nœuds sont tels que l'amplitude est nulle. Alors, mon amplitude, rappelez-vous, c'est ce terme-là. Donc l'amplitude est nulle si Kx est un multiple de pi sur 2. Donc je répète, les nœuds sont les points à amplitude nulle. Ça veut dire que ici ce terme-là est nul et ce terme-là est nul lorsque ceci est un multiple de pi sur 2. Et donc ça veut dire que Kx égale à 2m entier, m, plus 1 pi sur 2. Donc pi sur 2,
3π sur 2, 5π sur 2, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, nous allons surtout comprendre comment sont positionnés ces nœuds. Quels sont les points de l'espace sur lesquels il va y avoir des nœuds. Et comment ils sont distincts. Alors, on va les repérer très facilement, puisque je vais considérer deux nœuds successifs. Soit deux nœuds successifs, alors deux nœuds successifs, S ici, ça veut dire que je vais prendre deux entiers successifs, par exemple m égale à 0 et m égale à 1. Donc pour m égale à 0, je vais avoir kx égale à pi sur 2, je peux mettre ça kx0, et m égale à 1, ça me donnera kx1 égale à 3π sur 2. Si je veux connaître la distance entre ces deux nœuds, je vais calculer delta x. Donc delta x, vous le voyez bien, c'est 1 sur k, je fais passer le k ici, 1 sur k facteur de pi, tout simplement. Et donc ça fait pi sur k, mais je peux aussi l'exprimer en fonction de lambda, de la longueur d'onde, sachant que k égale à 2π, or k égale à 2π sur lambda, que je remplace ici. Donc je vais avoir delta x, donc la distance qui sépare deux nœuds, et bien ça sera pi, multiplié par 1 sur k, donc multiplié par lambda sur 2π. Et donc vous voyez bien que si je supprime le pi ici, enfin je simplifie, donc ceci me donne delta x égale à lambda sur 2. Donc par rapport à la longueur d'onde des deux ondes originales, vous voyez bien que les nœuds sont à des distances égales à la longueur d'onde sur 2. Et on montrera de la même façon qu'entre les ventres, on a quelque chose de similaire. Mais on peut le faire rapidement. Donc position des ventres. Position des ventres. Voilà. Donc, je fais pareil. Les ventres sont des points à amplitude maximale. Sont des points à amplitude maximale. Ça veut dire que kx, alors toujours pareil, ceci est max lorsque cosinus égale à 1. Donc ça sera un multiple de pi. Donc 0, pi, ainsi de suite. Donc ça sera plus ou moins 1. Et donc ça sera m pi. Et donc on va faire comme tout à l'heure, deux ventres successifs. Donc soit deux ventres successifs. On fait comme tout à l'heure. Soit deux ventres successifs, donc je vais considérer m égale à 0, qui me donnera kx0 égale à 0, et m égale à 1, et kx1 égale à pi. Et donc pareil, je vais avoir delta x égale à pi sur k. Et bien, avec le même raisonnement, vous voyez bien que ceci vous donnera exactement la même chose, égal à lambda sur 2. Donc finalement, ce que l'on va obtenir, c'est la chose suivante. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'espace ici. Je vais essayer de faire une représentation, même si elle n'est pas très belle. Donc si j'appelle, je vais la faire en bleu, si mon onde elle est comme ceci, vous voyez, donc qu'elle soit les nœuds, on va les retrouver, alors je vais les représenter comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, cette onde-là, je vais la représenter, parce qu'il faut comprendre ce que va faire l'onde, c'est ceci. Donc, ces points-là, c'est ce qu'on a appelé les nœuds. Ce sont des points dont l'amplitude ne change pas. Et ça, c'est les ventres qui vont osciller entre deux extrémums. Alors, l'extrémum, ils sont ici,
et ils sont là. Ça veut dire que la position extrême ici, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Et alors, entre les deux, c'est que, vous voyez, cette onde-là va descendre. Donc, ça va faire ça. Elle va faire ça. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, de la même manière, quand je descends ici, et donc, vous voyez que l'onde va osciller entre ces points. Mais ça, c'est ce qu'on a appelé les ventres. On en a celui-là, mais on a celui-là également. Et on a également des nœuds, c'est là et là. Ça, ce sont les nœuds. Donc voilà ce que ça représente. Maintenant, quand vous regardez l'onde et sa longueur d'onde, si je regarde la représentation spatiale, vous voyez bien que la longueur d'onde originale, vous voyez, c'est entre ce point-là et ce point-là. C'est là où vous avez lambda. Et vous voyez que les nœuds sont à lambda sur 2 et les ventres sont à lambda sur 2. Ce sont les résultats qu'on vient d'exprimer à l'instant. Donc voilà, avec ceci, on va clôturer ou arrêter la séance d'aujourd'hui.